C'est les Camer, ça dit quoi? Bon, petit podcast aujourd'hui. On va parler de moi, on va parler de l'entrepreneuriat au Cameroun. On va parler de la dépression. On va parler de comment j'ai eu une dépression en fin d'année 2025. Pourquoi j'ai eu la dépression. Et tout ça, c'est très intéressant parce que c'est lié à la fois à l'entrepreneuriat au Cameroun. C'est aussi lié en fait à des expériences personnelles. Et j'ai bien comment ces deux expériences se parlent entre elles. Donc, c'est ça qu'on va faire dans le podcast. Bon, déjà, on revient un peu sur le contexte toujours, hein. Moi, je rentre au Cameroun en janvier 2019. J'ai fréquenté en Belgique, j'ai fait des études d'ingénieur. Et quand je rentre, je suis un peu à contre-courant de la mouvance des départs du Cameroun parce qu'on voit bien que c'est dans ces 5-10 dernières années, entre on va dire 2016 et 2026, qu'il y a eu beaucoup de jeunes Camerounais qui ont quitté le Cameroun, qui ont quitté le pays. Donc moi, en 2019, là, quand je rentre, je suis complètement à contre-courant. Comment est-ce qu'un jeune ingénieur fraîchement diplômé, brillant, il est en Europe et tout, finit tout ça, il dit qu'il rentre au Cameroun. Mais bon, c'est juste parce que moi, mon histoire n'est pas l'histoire de tout le monde, hein. Moi, j'ai mon contexte à moi en particulier, qui n'est pas le contexte des autres. Et quand vous prenez vos décisions en fonction de vous-même. Ne regardez pas ce que les autres font. Ne dites pas que non, comment ça se fait, on dit que le pays est gâté, on dit que ceci, on dit que non. Chaque décision, c'est à toi de prendre ta décision et c'est à toi d'assumer ta décision demain. Si tu prends une décision en fonction de ce que les gens te disent de faire, si tu prends une décision en fonction de ce que tu vois les autres personnes faire, comme tout le monde peut au Canada, ça veut dire que c'est forcément bien, je fais mes dossiers, je pars. Tu n'as jamais réfléchi si c'est ce que tu veux vraiment ou tu n'as jamais réfléchi, mon contexte en moi, est-ce que je dois partir? C'est comme ces militaires, ces gros cadres qui ont 700 000 par mois, qui se font convaincre par les femmes d'aller au Canada et après, on connaît la suite de l'histoire. C'est ça, c'est des suiveurs moutonniers en fait. Il faut jamais être un suiveur moutonnier. Donc moi, je rentre en 2019, je suis complètement à contre-courant, mais c'est en phase avec moi, avec mon histoire, avec ce que je veux. Donc je rentre au Cameroun en 2019. Et comme j'ai déjà dit dans les précédents podcasts, c'est que je rentre pour travailler d'abord principalement dans la société familiale. J'ai créé d'autres entreprises sur place, mais le gros de mon temps, 50-60% de mon temps, c'était travailler dans l'entreprise familiale. L'entreprise familiale est une entreprise de construction. Je ne vais pas donner le nom parce qu'au Cameroun, on est pudique. Je ne vais pas donner le nom. Mais on importe des matériaux de construction et on redistribue dans le pays. Donc, c'est ça le contexte de mon retour. Ma dépression arrive en fin 2025. En fait, toute l'année 2025, ça a été une année très difficile pour moi. Pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, ça c'est lié à tous les Camerounais. Notre pays est devenu trop bizarre. C'est-à-dire que, au-delà même de l'État, qu'on va se plaindre que l'État ne fait pas ceci, le gouvernement c'est des corrompus, machin. Je pense que les jeunes Camerounais ont réalisé de manière collective que ils sont dans un pays qui les a abandonnés. Et c'est quelque chose qui rend dépressif parce que tu te rends compte que celui qui est censé te soutenir, parce que c'est à ça que sert un État. Bon, soutenir c'est un peu trop, c'est un peu un gros mot. Celui qui est censé organiser et faire en sorte que les choses se passent de manière simple, fluide et efficace, a complètement abandonné ce rôle-là. S'il n'a jamais eu ce rôle, parce que dans ma précédente vidéo, j'ai dit que c'était une mafia. Et il est devenu un prédateur assumé vis-à-vis de sa propre jeunesse. Et je pense que la jeunesse camerounaise qui n'est pas conne, on est très intelligent au Cameroun, on s'est rendu compte de ça et il y a eu une sorte de dépression collective. Donc il y a déjà ça le contexte. Même le simple fait de vivre à Douala, avec les montagnes d'ordures, une ville dans laquelle tu as des montagnes d'ordures partout, vraiment rien que ça rend dépressif. Donc c'est une des raisons quand même qui est là, qu'il ne faut pas ignorer et qui est propre à tous ceux qui vivent au Cameroun, d'être dans un environnement hostile, on va dire ça comme ça, méchant. Mais on va entrer dans ça c'est la première raison. Là maintenant, les raisons qui sont liées à mon activité. Dans l'entreprise familiale que je travaillais avec mon grand frère qui était en fait le directeur général. Moi, on va dire, j'étais adjoint, disons ça comme ça, mais j'étais beaucoup plus flexible, j'étais beaucoup plus mobile. C'est lui qui était vraiment devant l'ordinateur. Il devait se rassurer que tous les chiffres sont bons, que toutes les commandes, machin, etc. Moi, j'étais plus en mode, quels sont les nouveaux produits qu'on peut essayer? Il y a tel fournisseur à rencontrer, c'est intéressant de le rencontrer. Il y a tel truc qu'on doit tester. Voilà, c'est ça. Je n'étais pas trop dans les chiffres, j'étais plus dans la vision. Lui, il était vraiment dans les chiffres. C'est mon grand frère. On dit grand frère, cousin de sang, mais on est ensemble depuis qu'on est tout petit, quoi. Donc, c'était mon grand frère. La première chose qui a fait le démarrage de la dépression, ou alors qui a commencé à accentuer la dépression latente que tous les Camerounais ont, du fait de vivre au Cameroun. La première chose qui a commencé à accélérer ça, trahison familiale. On s'est rendu compte que mon grand frère, en fait,
Il avait créé une entreprise parallèle qui vendait exactement les mêmes produits que nous et personne ne savait. Le patron ne savait pas, la matin ne savait pas, personne ne savait en fait. Y compris moi qui étais tous les jours avec lui. Tous les jours, j'étais avec lui puisqu'on travaillait ensemble en fait. Tout ce qu'on faisait, on se concertait et tout. Et dans tout ça, ça faisait plus d'un an et demi, quasiment 2 ans, qu'il y avait une entreprise parallèle en fait qui vendait le même produit. On n'était pas au courant. Le simple fait qu'on ne soit pas au courant veut dire que ça faisait le détournement. Parce que si tu veux faire une entreprise parallèle et que tu es clair, tu es réglo, tu vas informer la matière, tu vas informer le pater, tu vas lui dire que, ok, moi je vais comme ça me dissocier, machin, je vais faire comme ci, comme ça, comme ça. C'est même déjà arrivé par le passé avec des gens qui ont travaillé avec nous. Mais le simple fait que c'était inconnu faisait à dire qu'il y a le faux. Et bien sûr, on s'est rendu compte d'énormes manquants dans les inventaires de plusieurs millions, bien évidemment. Ça m'a fait très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la trahison familiale, le fait d'être avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et il était lui c'est l'élément principal qui était le DG. Il y avait d'autres membres de la famille qui avaient des entreprises parallèles à côté, qui n'étaient pas dans notre entreprise, mais qui étaient en fait en connivence avec lui pour ce détournement-là. Et comme je disais, des gens avec qui j'étais tout le temps. Je dis qu'on était ensemble, on parlait business, on parlait fournisseurs, on parlait machin, on sortait, on buvait nos bières, on riait. La famille, quoi. Et quand tu te rends compte que la famille n'est pas la famille, en fait, ça fait très mal. On dit souvent que c'est le sang qui fait couler ton sang. Et c'est très vrai. La chanson qu'on dit, votre ennemi est toujours parmi vous, notre ennemi n'est jamais loin. C'est très vrai et ce n'est pas une fatalité, ça s'explique en fait. Pour te faire le plus mal, il faut te connaître en fait. C'est pour ça que ce sont ceux qui nous connaissent, ce sont nos proches qui nous font toujours le plus mal en fait. Donc ça, ça m'a beaucoup touché parce que je n'avais pas aussi déjà, en fait, j'avais déjà eu des trucs similaires, mais c'était avec les Blancs en Belgique, mes premières années en Belgique où tu avais un groupe d'amis et tu te rends compte que quand tu n'es pas là, tu fais le centre des débats et le centre des débats nocifs, pas des bons débats, des débats des mauvais débats quoi. J'ai eu cette même impression qu'en fait, tu es avec des gens que tu considères comme ta famille, mais tu te rends compte que par derrière, depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça complote et ça détourne l'argent de l'entreprise familiale sans que tu ne le saches en fait. Donc il y a d'abord la culpabilité de se dire que comment je suis avec quelqu'un tout le temps, je ne vois pas ce qui se fait. Ça touche beaucoup. Et quand tu vois les millions perdus, tu te sens responsable de ça. Il y a aussi la trahison de voir que, mais en fait, je n'aurais jamais pensé. Oui, je n'aurais jamais pensé. Bon, c'est pas vraiment que je n'aurais jamais pensé, mais ça fait toujours mal quand même. Même si tu avais pensé, quand ça arrive, les faits sont avérés, sont devant toi. Ça fait mal. Et ça fait très mal. Donc, c'était là que la dépression a commencé. Quand je dis dépression, moi, j'ai pas consulté un docteur qui m'a dit que je suis dépressif. Hein. Donc, je sais parce qu'on parle. Mais les symptômes, c'est quoi? C'est manque d'enthousiasme dans tout ce que tu fais. Fatigue tout le temps, fatigue chronique, tu es tout le temps fatigué. Tu es fatigué le matin quand tu te réveilles, tu es fatigué à midi, tu es fatigué le soir quand tu rentres. Tu n'as jamais d'énergie, donc un manque d'énergie bizarre que je n'ai jamais ressenti avant. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Perte d'appétit aussi. J'ai dit que la nourriture ne te dit rien. Et un peu même un dégoût général de la vie. Un dégoût de l'argent d'abord, puis un dégoût de la vie. Dégoût de l'argent parce que j'ai commencé à me poser des questions. Jusqu'où les gens sont prêts à aller, rien que pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que comment est-ce que tu peux détruire tes liens familiaux pour l'argent? Bon, après, ça arrive tout le temps. Hein. Il y a des histoires comme ça partout. Mais quand ça ne te concerne pas, tu sais que tu es toujours à distance. Tu ne peux pas vraiment comprendre ce que ça fait jusqu'à ce que ça t'arrive. Tu dis que waouh! Donc la famille, nos enfants qui jouent ensemble, tout ça là, on a mis tout ça en quarantaine, en stand-by. Parce qu'on veut faire de l'argent, on veut faire plus d'argent. Donc il y a même un espèce d'égout de l'argent que j'ai commencé à avoir, que mais en fait je cherche de l'argent, mais en fait qu'est-ce que ça apporte vraiment dans ta vie? Est-ce que ça améliore ta vie? Est-ce que ça améliore la qualité de ta vie? Ça te fait perdre les gens de la famille, ça te fait perdre les enfants qui se voient. Et ce n'était pas que lui, comme je dis là, c'est dans plusieurs business au Cameroun en fait, avec même parfois des amis. Il y a eu des projets, des marchés, des chantiers qui se sont passés bizarrement. Tu te rends compte que voilà un gars qui, on parlait tout le temps, on s'entraidait, là on se parle plus. Parce que tout le monde est tendu, tout le monde est stressé par l'argent, tout le monde est sur les nerfs, tout le monde a ses objectifs de sa société dans la tête. Et au final, vous vous rencontrez, pap, ça clash. Et vous ne vous parlez plus après ça. Est-ce que ça valait le coup? Je ne sais pas. Donc, c'est toutes ces réflexions-là que j'avais donc pendant cette période de dépression. Ça arrive, on va dire, ça commence en février 2025, quand on découvre en fait l'entreprise parallèle et on fait donc partie, mon frère, de l'entreprise. C'est en février 2025. Et c'est tout ça pendant plusieurs mois.
En même temps que j'avais cette manque, perte d'appétit, perte de motivation, fatigue, j'avais toutes ces idées dans la tête, que l'argent, l'argent. Et juste dans une famille, c'est une chance, je trouve que c'est une chance en fait, où il y a beaucoup de milliardaires. Un entourage en fait, c'est-à-dire que les proches, là, les oncles, les voisins au village, les familles qui ont l'argent, qui sont milliardaires, que parfois à la réunion du village, tu les vois, tu parles avec eux, tu vois leurs enfants, vous discutez quoi. Et j'ai commencé à penser à tout ça, que mais on est là, on cherche l'argent, les gens, je vois les milliardaires, est-ce qu'ils sont même si bien dans leur vie, quand tu vois les problèmes qu'ils ont. Bref, c'était tout un espèce d'idées que tu rumines comme ça tous les jours. Et ça amplifie ta dépression, en fait. Bon, je ne veux pas dire que ça allait, mais j'arrivais encore à tenir. Il y a eu une découverte, je m'appelle ça découverte, qui a été en fait le coup de massue, qui a vraiment plongé, qui a transformé la dépression longue et continue à une dépression sévère, mais heureusement passagère, parce que j'ai très vite pris les décisions qu'il fallait. Quand mon frère est parti, mon frère qui était directeur général, c'était aussi lui qui faisait la comptabilité de l'entreprise. Donc, il fallait que quelqu'un continue la comptabilité. En continuant la comptabilité, bon, la comptabilité, je ne suis pas comptable, mais honnêtement, une entreprise qui travaille depuis déjà 10 ans, on ne va pas réinventer la compta, c'est un tableau Excel que j'ai continué. Le tableau Excel de mon frère, j'ai juste continué le tableau Excel en fait simplement. C'est un tableau Excel où tu as donc le prix d'achat de ta marchandise. Je pense que je vais me le montrer à l'écran. Hein. Comme ça, on va entrer dans un truc un peu technique. Donc, je vais ouvrir ça ici. Donc, je vais prendre un seul cas. On prend ici par exemple calcul prix de revient 1 TC Sisal, arrivé PAD 2 décembre 2025. Sisal, c'est quoi? On appelle ça la filasse en français. C'est une fibre végétale qu'on met à l'intérieur du plâtre. C'est ça qui donne une structure au plâtre. Ça joue un peu le même rôle que l'armature, les fers dans le béton. C'est ça qui permet de... C'est le squelette en fait qui structure le béton, sinon le béton va s'effondrer. C'est pareil, quand vous voyez les plafonds en staff, ce n'est pas que du plâtre en fait, sinon ça va tomber. À l'intérieur, il y a une structure qui est donc faite en fibre végétale de sisal, qu'on appelle communément au Cameroun la filasse. Ça fait partie des matériaux qu'on importe. Donc là, c'est un peu la petite comptabilité pour se rassurer que ce qu'on fait, on gagne vraiment de l'argent, combien on gagne, combien on dépense, comment on fixe notre prix d'achat, comment on fixe notre prix de gros, comment on fixe notre prix de détail. C'est ça, c'est ce petit tableau-ci en fait. Vous voyez qu'il y a la quantité, 19 749 100 kilos. C'est la quantité de filasse qu'on a importé dans un conteneur. Vous voyez, c'est là 1 TC. Il y a prix d'achat, là c'est 28 millions. C'est le prix d'achat du conteneur. Maintenant, il y a tous les frais qui sont liés à l'achat de ta marchandise. En ajoutant tous ces frais-ci, que tu obtiens au final le prix de revient, c'est-à-dire combien vraiment t'es revenu ta marchandise, combien ça t'a coûté exactement. Et à partir de ce prix de revient là, tu fixes un prix de vente pour voir qu'il te faut un bénéfice. Et ton prix de vente, il ne se fixe pas au hasard. Tu dois regarder le prix du marché pour t'assurer que sur le marché, mon prix de vente reste intéressant pour le consommateur. Donc, on va un peu parcourir ça, c'est un peu de technique, pourquoi pas. Et je sais que ça peut intéresser les gens. Donc, là, il y a quoi? Frais de transfert banque, 564 000. Ça, c'est les frais que la banque prend pour transférer ton argent à ton fournisseur, vu qu'on fait de l'importation. C'est 28 millions, 200 millions de francs, c'est facile. Comment tu les transmets à ton fournisseur qui est en Tunisie? Pour l'envoi à ton fournisseur, la banque qui va faire ce transfert-là, il y a des frais de transfert. Là, il n'y a rien de nouveau. C'est fixé à 2%. Donc, on a ici la 564 000. Il y a la DI. DI, c'est déclaration d'importation. C'est le premier document que tu fais lorsque tu veux importer. C'est que tu remplis un formulaire en ligne, tu dis que voici mon entreprise, voilà mon fournisseur dans tel pays, je vais importer telle marchandise qui coûte tel prix, ça prend tel nombre de kilos, ça va être chargé dans tel nombre de conteneurs, ça quitte le port là-bas. Bon, on n'y a pas encore la date de départ du port. Mais c'est toutes ces informations-là que tu fais. Je pense que c'est adressé au ministère des Finances, ce qu'on appelle la plateforme guichet unique là. Je pense que c'est sous couvert du ministère des Finances ou du ministère du Commerce, l'un des deux. Donc, tu remplis tout ça. Il y a des frais à ça parce que le simple fait de déclarer ça, ils te disent OK, pour analyser ton dossier, valider, il y a des frais. Mais bon, vous connaissez la mafia. Tout le monde doit manger. Domiciliation, 32 000. Bon, domiciliation, c'est un peu comme les frais de banque, sauf que ce n'est que ce que la banque prend parce que c'est elle qui s'assure de ton transfert. Donc, c'est le prix que tu donnes à la banque parce que c'est elle qui dit à l'État que c'est moi qui vais m'occuper d'envoyer l'argent de cette entreprise à l'étranger. Tu paies la domiciliation. Et ensuite, en fonction du montant que tu envoies, tu paies les frais de transfert qu'on a vu un peu plus haut. Bon, ici, il y a Choco, c'est vide. Bon, je ne sais pas de tout si peut-être on n'a pas... Ah non, avant d'arriver même dans Choco. Avant d'arriver dans Choco, je suis passé trop vite. Il y a Transit. Le transit, c'est le transitaire. C'est l'entreprise qui est au port, qui se charge d'être en contact avec tous les éléments du port, là, tous les taxes, machin, toutes les procédures, les scanners. C'est eux qui gèrent en fait tout ça. Parce que tu ne peux pas faire ça en même temps, c'est trop de travail.
Donc, ils te font un devis que, OK, pour cette marchandise qui arrive là, voilà ce que je te demande pour faire ton transit et t'assurer que ça arrive sans problème à ton magasin à Douala, dans notre cas pour nous. Ouais, que le transitaire, lui, prend 835 000. Le transitaire, c'est un privé. Bon, la banque aussi, ça peut être un privé comme ça peut être l'État. Ensuite, vous avez qu'il y a les douanes. 10 287 000. On va revenir sur le montant des douanes là, parce que c'est ça qui a causé ma dépression. Il y a Choco. Bon, Choco ici, je n'ai rien mis. Peut-être pour le lot, on n'a pas Choco. Mais en général, le Choco, c'est quoi? Le Choco, parfois, le douanier va te dire que non. Ce que la SGS demande, SGS, c'est une entreprise de surveillance. C'est une entreprise qui gère en fait tout ce qui est transport des marchandises dans le monde. Le scandale récemment qu'il y a eu avec les 25 000 tonnes d'or, c'est combien de tonnes d'or? De 2500 milliards de tonnes d'or qui sont extraits à Dubaï. La SGS était dans le scandale parce que c'est eux qui sont censés s'assurer que tout le commerce mondial se passe bien. Il n'y a pas que la SGS, il y a plusieurs autres entreprises, mais c'est une société qui a réussi au fil des années, des décennies à s'imposer en fait. C'est ça la SGS. Et c'est elle qui fixe les droits de douane en fait. Lorsqu'elle fixe les droits de douane, c'est-à-dire que cette marchandise-ci, comme ceci, venant de tel pays à ce prix-là, pour le Cameroun, le droit de douane doit être fixé à tel montant. Et ensuite, la douane valide ce droit de douane et toi, tu dois payer la douane. Et souvent, le douanier, il va te dire que non, la SGS s'est trompée. Ce n'est pas 10 millions, c'est 15 millions que tu dois me payer. Quand il dit ça, c'est quoi? C'est qu'il veut juste de l'argent. Donc, tu vas dans le voir, tu lui dis que, gars, mon frère, comment tu peux me dire 15 millions? Non, bon, disons alors que je te donne 2 millions dans ta poche et 10 millions, on paye les droits de douane normaux. Ça passe, non? Voilà, c'est ça que ça passe. Et c'est totalement arbitraire. C'est-à-dire que moi, en 7 ans que j'ai fait, il n'y a pas de règle en fait. Le choco, ce que le douanier change, je crois que le douanier change le montant de la SGS en fonction de si lui-même il fait l'argent. C'est tout. Il n'y a pas de règle. Tu ne vas jamais savoir si ton lot de marchandises en arrivant, il va modifier le droit de douane que la SGS a donné ou il va te laisser payer normalement le droit de douane que la SGS a demandé. Donc ici, là, je vois la ligne de choco qui reste blanche. Ça veut dire que dans ce lot-ci, le douanier n'a pas imposé, il n'a pas dit que payer plus. Il nous a laissé payer simplement ce que la SGS a estimé qu'on devait payer. Mais on dit comme ça, la SGS douane camerounaise, ce sont les faces une même pièce. Il ne faut pas faire comme si on n'est pas naïf. Ensuite, il y a la livraison. Ici, c'est un seul conteneur. C'est la livraison qui va du port de Douala jusqu'à ton magasin que tu as. 150 000. Déchargement, c'est ce que tu payes au chargeur pour décharger simplement. Et les divers, bon, les divers pour dire vrai, c'est essentiellement les chocos. C'est-à-dire que pendant que tu décharges, la mairie va passer, dire que ton conteneur est en route, tu dois payer. La douane mobile va passer pour dire que la douane mobile, c'est-à-dire que tu as payé la douane même. On a scanné tes conteneurs, on a vu tout ce qu'il y a dedans au millimètre, au centimètre carré. Après, quand tu décharges, il y a encore un douanier qui dit que moi, c'est la douane mobile. Il passe pour dire qu'on ne sait jamais. Peut-être en route, tu as fait quelque... Bref, tu dois te un chocolat là-bas. Parfois, il y a... En fait, bref, il y a souvent tout un tas de problèmes de merde qui sont liés à notre contexte. Et il faut toujours prévoir ça. Vous voyez ici, on a fait donc 250 000. Donc, vous voyez qu'au total, la marchandise qui nous a coûté 28 millions, c'est-à-dire que ça, c'est le prix, l'argent qu'on envoie aux fournisseurs. Ce que nous, on dépense en tant qu'entreprise camerounaise, pour ce lot-là, c'est 40 millions de francs CFA, 40 millions 600 000 francs CFA qu'on a dépensé. Et maintenant, c'est sur base de ces 40 millions-ci que nous, on calcule notre prix de revient. Et on divise simplement par kilo et tout. Voilà, ça, le tableau, là, c'est simple. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce sont les deux lignes jaunes-ci, marge estimée. C'est-à-dire que lorsque tu as eu ton prix de revient, tu t'es un peu vu les prix du marché. Tu as essayé de voir okay, comment est-ce que je peux m'aligner pour avoir un prix correct, pour aussi avoir ma marge et tout, fait ça. Tu as ta marge, ok, 8 700 000. Bon, pour un conteneur, pas mal. 21%, ok. Si tu as dépensé en tout 40 millions, donc fournisseur, tout compris, et qu'au final tu as 8 700 000, ça fait à peu près 21% de marge. Pourquoi pas? Sauf que la marge là, il n'y a pas encore les impôts sur ça. Ça, c'est la marge là quand tu calcules comme ça. Sauf qu'il y a quelque chose qui fait froid dans le dos. Vous ne voyez pas que la douane camerounaise fait plus d'argent que l'entreprise. Sur ce lot particulier ici. Et je vous assure, ce n'est pas un lot exceptionnel. La plupart des lots d'importation, c'est le cas. La douane camerounaise fait plus d'argent que toi-même sur ta marchandise que tu importes. La douane camerounaise fait plus d'argent que toi-même sur ta marchandise que tu importes. Je répète une troisième fois, comme le général Tchani. Ou bien, je ne sais pas qui répétait. Il y a un général de l'AES, là, je crois que c'est au Mali. Il émet tout ces 3 fois. La douane camerounaise fait plus d'argent que l'entreprise qui a importé sur la marchandise de l'entreprise. Ça veut dire que toi, l'entreprise, comme je dis souvent, l'entreprise, c'est le seul créateur de richesse dans un pays. Il n'y a pas d'autre chose qui crée de la richesse dans un pays, c'est l'entreprise. C'est toi l'entreprise. C'est toi qui
Étudie ton marché. C'est toi qui cherches les fournisseurs. C'est toi qui voyages pour rencontrer ces fournisseurs. C'est toi qui vas négocier les prix. C'est toi qui prends le risque de payer de l'argent, qui assume tous les risques qui sont liés à l'activité. Parce que si tu envoies l'argent au fournisseur et qu'au final, il ne livre pas ta marchandise, il n'y a personne à qui te plaindre. Hein. Le commerce international, il n'y a pas la police internationale. Si tu envoies l'argent en Chine, ton fournisseur ne t'a jamais livré ton conteneur. Il n'y a pas une police Chine-Cameroun qui organise ça pour l'arrêter. Tu vas seulement confirmer qu'on t'a frappé. Et nous, ça nous a déjà arrivé avec une marchandise qu'on a importée au Kenya, par exemple, en 2022. Donc, c'est réel. Le risque est réel. C'est toi qui prends le risque. C'est toi qui as les fonds initiaux. Peut-être tu t'es endetté pour les avoir. C'est toi qui as ton point de vente sur place, où tu payes un loyer, où tu payes des employés. C'est toi qui bagarres tous les jours avec la mairie, avec les impôts, avec ceci, avec le commerce, avec tout ça. On sert la boutique. C'est toi qui fais toute la merde camerounaise liée à l'entrepreneuriat. C'est toi qui dois supporter tout ça, y compris l'investissement initial. Et tous les risques qui sont liés à ça. C'est toi qui prends ça sur toi. Mais le douanier gagne plus d'argent que toi sur la marchandise que tu importes. Cette découverte, c'était le coup de massue qui m'a totalement déprimé. Tu sais, moi je travaillais dans l'entreprise, mais je n'étais jamais entré dans les fichiers Excel de comptabilité. Donc on disait que oui, on a gagné l'argent, on a gagné 5 millions, on a gagné 8 millions, on a gagné 10 millions. Oui, c'est bien beau, mais quand tu n'es pas dans les tables, les chiffres, tu ne te rends pas compte de ça. Je savais bien que oui, il y avait des chocos par-ci par-là qu'on faisait. Je savais que, ok, on choco tel machin parfois, il y a un gars là au port qui va faire le choco ça, il y a tel gars au commerce. Oui, mais bref, je me disais toujours que c'était négligeable ou alors ça ne représentait pas grand-chose par rapport à ce qu'on faisait vraiment comme argent. Quand je me suis rendu compte que rien que le douanier, et c'est même pas que c'est le choco, ça c'est même pas le choco, vous avez vu, c'était même pas un choco. Rien que le douanier fait plus d'argent que toi-même qui es l'entreprise qui importe. Moi, j'ai pas pu supporter ça. Moi, j'ai pas pu supporter ça. Vous savez, il y a des gens, peut-être, pour qui, quand ils vont voir ça, ils vont se dire que, ah, c'est comme ça, non, c'est le pays, non, tout le monde fait comme ça. Moi, ça a fait bugger mon cerveau. Et ça a remis en question tout ce que je fais dans l'entreprise familiale depuis 7 ans. Même pas seulement 7 ans. 7 ans, c'est quand je rentre dans mon pays de travail. Même avant, quand j'étais au pays, en 2012, je travaillais déjà dans l'entreprise là. Ça a remis en question tout ce que je fais depuis 10 ans. C'est-à-dire que tu te plains d'un État, tu te plains d'un pays. Tu comprends comment l'État est un des principaux responsables de la situation catastrophique dans laquelle on est. La souffrance des jeunes, tous les sectes, tous les satanistes, le port et la douane. Moi, comme ils disent, la dépression, quand tu as Douala comme ça, tu as te rencontres des gens, des petites filles qui te racontent ce qu'on leur a donné comme condition pour qu'elles travaillent au port, pour qu'elles travaillent à la douane, pour qu'elles travaillent dans tel ministère. Les jeunes, toute cette, toute cette catastrophe humaine qu'est notre pays. Réaliser qu'en fait, depuis 10 ans que tu travailles, tu es très fier que nous on fait de l'argent. Tu donnes plus d'argent que tu ne fais à cette même pourriture. Moi, mon cerveau a bugué. J'ai fait 2 semaines où là, vraiment, c'est la vraie dépression. Parce que là, j'avais même du mal à manger. En fait, ça a remis en question tout ce que je faisais, en fait. Qu'est-ce que je fais? Ça m'a montré à quel point ce que je fais, je ne me rendais pas compte. Mais j'ai découvert que ce que je fais tous les jours, c'est en total déphasage avec qui je suis. Tu ne peux pas critiquer des gens. Tu critiques des gens et après, tu es la première personne qui les engraisse ces mêmes personnes. Dans ce cas, quelle est ta contribution au Cameroun? Moi qui me souvent dit qu'il faut contribuer positivement au Cameroun. Moi qui me moque des gars qui travaillent à Total, qui travaillent à, je sais pas, à Bolloré, je leur dis que vous êtes des criminels parce que vous travaillez avec des criminels. Moi qui disais que je ne peux pas travailler en banque. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question que je mette ma jeunesse, mon savoir-faire, mon talent pour enrichir une entreprise de blancs qui va encore utiliser ça pour venir piller mon pays. Mais je me rends compte qu'en fait, même si tu es au pays, même si tu importes ton pays, tu penses que tu n'es pas clean, mon gars. Le système est pourri. Et tout l'argent que tu penses avoir gagné depuis que tu entreprends, sache que tu as donné plus à ce même état pourri. Et c'est une réalité pour tous les importateurs, en tout cas quasiment tous les importateurs. Je dis, l'exemple que je vous ai montré, ce n'est pas un cas particulier. Et que j'ai vérifié plein d'autres lots d'importation. J'ai regardé notre pays, j'ai regardé tous nos milliardaires qui sont autour de nous là. Et vous savez qu'au Cameroun, la plupart des milliardaires, c'est l'importation. C'est pour ça que la vie est chère au pays. On importe tout. Et ça veut dire que si tu contrôles dans la douane, tu contrôles la vie au pays.
Donc, j'ai vu tous nos patères milliardaires là, que j'admirais. Maintenant, je ne les admire plus. Il y a 7 ans, je les admirais, les photos Victor, Foucault, machin. Je disais que non. Pour faire de l'argent, quand même, ça veut dire que il faut avoir une certaine force d'esprit, une vision, une résilience. C'est vrai. Ça, c'est toujours vrai, hein. Et je n'enlèverai jamais la capacité intrinsèque très forte de tous ces gens qui arrivent à faire de l'argent au Cameroun. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire de l'argent en même temps engraisser. Engraisser de manière même supérieure à ce que toi-même tu gagnes. Le système, ça n'a aucun sens. Si tu es un milliardaire, tu fais de l'importation, tu as une entreprise, tu penses que tu gagnes beaucoup d'argent, tu es fier de toi que tu as pu monter une entreprise, mon gars. Sache que si avec ton entreprise, tu as construit, tu as acheté tes terrains, tu as construit ton immeuble et tout ça. Sache que tu as conçu un immeuble au moins équivalent à un gars à la douane. Tu as acheté un terrain au moins équivalent à quelqu'un là-bas au ministère des Finances. Certaines personnes arrivent à vivre avec, à se dire que c'est le pays, je vis, et être chaque matin, se lever, manger sans problème. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai pas arrivé. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait. Donc après ça, après cette découverte-là, je ne pouvais plus continuer. Du coup, j'ai pris mes distances par rapport à l'entreprise familiale. J'ai dit que je ne peux plus continuer à faire l'importation. Parce que tu ne peux pas te plaindre d'un système et engraisser le même système. Moi, j'ai besoin de cohérence dans ma vie. J'ai besoin de logique. Et je comprends même pourquoi j'étais dépressif en fait depuis un moment donné. Parce que tu fais des choses qui sont fondamentalement différentes de ton toi profond. C'est-à-dire que tu passes ta journée à faire des choses qui sont en opposition avec tes valeurs. Beaucoup de gens s'en foutent au pays, hein. Beaucoup de gens disent que je m'en fous, je fais mon argent en temps, basta. Quitte à détruire l'entreprise familiale qui m'a recruté, je mets sur le côté parce que je fais mon argent. Quitte à donner des chocos au pire crapule du pays qui existe. Quitte à mettre des produits tellement moins chers, nocifs pour la santé dans ce que je produis pour vendre aux gens. En fait, beaucoup de gens s'en foutent en fait. Tant qu'il y a de l'argent, ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Sauf que moi, je ne suis pas beaucoup de gens. Malheureusement, moi, je n'arrive pas à m'en foutre de ça. Donc, c'est une réalité qui a été extrêmement difficile à digérer. Et j'ai simplement compris que je ne peux pas la digérer. Il faut que je sorte de ça. Et c'est comme ça que après, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, je vous assure, le simple fait d'avoir pris la décision que c'est bon, stop, je sors de l'entreprise familiale qui fait l'importation. Rien que ça, j'ai senti que la dépression était finie. Donc, en fait, la dépression, c'est dans la tête. C'est comme je dis, c'est que tu fais des choses qui ne sont pas en phase avec toi. Et ton mind, en anglais, comme on dit, étouffe en fait. Ton esprit étouffe. Quotidiennement, il étouffe. Et la solution, ce n'est pas les antidépresseurs, ce n'est pas les machins qu'on prescrit. Ce n'est pas aller à l'hôpital, ce n'est pas la solution à la dépression. C'est arrêter ce qui te rend dépressif, c'est tout. Donc les caméras, c'était ça le podcast. J'avais besoin de parler de ça. Et moi, j'aimerais quand même dire à tous ceux qui entreprennent, lorsque vous faites une entreprise, surtout dans notre contexte au pays là, si vous ne voulez pas finir dépressif, hein, posez-vous la question, pourquoi j'entreprends? Et même pas seulement dans une entreprise, dans tout dans la vie, dans tout ce que vous faites dans la vie, vous devez vous poser la question, pourquoi je fais ceci? Si ta réponse est parce que les autres font aussi, ou alors c'est parce que j'ai vu tel faire, j'ai vu machin, tu es sur le chemin de la dépression, mon gars. Parce que chaque personne doit se connaître, on est unique. Il y a, j'ai suivi le podcast dernièrement on appelle ça comment? D'une sœur spirituelle, elle s'appelle Elisha, sur Argent Livre. Elle disait que chaque personne a une mission sur Terre. Que tu te vois là comme ça, tu t'es probablement réincarné. Et quand tu te réincarnes, tu viens avec une mission précise. Cette mission précise-là, tu dois la découvrir pendant ta vie sur Terre. Et quand je dis la découvrir, il y a ton toi profond va te parler. Ton toi profond te parle toujours. Si tu n'écoutes pas ton toi profond, tu vas finir dépressif. C'est pour ça qu'on est dans une société de dépressifs en fait. Parce que plus personne n'écoute son toi profond. Il y a tellement de bruit. J'appelle ça le bruit. Réseaux sociaux, influenceurs, coach, développement personnel. Il y a tellement de bruit. On se compare tellement aux autres personnes. On se compare tellement. On est toujours en train de se faire comme si c'est une course où moi je suis à quel niveau. Pourquoi tel est là-bas? Pourquoi lui il est déjà là-bas? Pourquoi tout ça là, on se perd et on devient dépressif. Malgré l'argent. Moi, en fin 2025, quand je dis que j'ai eu la dépression, là, je ne manquais pas d'argent. Mais j'étais dépressif en fait.
Donc, posez-vous toujours la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? En tout cas, ceux qui veulent. Moi, je sais que il y a des gens qui sont déjà grillés dans ça et qui vont seulement faire leur poursuite infinie de l'argent jusqu'à leur mort. Et une triste mort. Et même, on dit triste mort et vous ne voyez même pas que nos exemples nous parlent. Regardez nos milliardaires Bamileke. Regardez bien leur vie. Quand tu te rapproches près de près, tu vois leurs enfants, tu vois leurs petits-enfants. Tu vois comment leur vie est structurée. C'est la merde. C'est la merde. Le seul truc qu'ils ont pour eux, c'est leur milliard. Mais si on enlève les milliards, on regarde l'homme, comment il a fait sa vie, ce que son entourage parle de lui, pense de lui, ce que sa femme pense de lui, ce que ses enfants pensent de lui, sa relation avec sa famille, son entourage, ses enfants, ses petits-enfants. Pour la plupart, c'est du n'importe quoi. C'est ce qui se passe donc quand tu commences à entrer dans la course effrénée de l'argent sans même comprendre pourquoi tu fais cet argent. Quand tu te rends compte que j'ai gagné 1 million, mais j'ai donné 2 millions aux douanes, tu dis que je m'en fous, je fais mon argent, j'avance. Mais tu es en train de mettre les graines de ce qui crée ta destruction devant. Tu ne peux pas t'en foutre de ça. Et pour ne pas s'en foutre de ça, il faut se poser la question, pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ça? Et ça ne doit pas être que je veux gagner de l'argent. Ou alors si je veux gagner de l'argent, pourquoi, à quoi me servir cet argent? Il faut que tu aies quelque chose de précis que tu as envie de faire ou d'apporter. Si c'est juste de faire de l'argent pour l'argent, bah tu entres dans le cycle infernal du capitalisme. Ça ne finit jamais bien. Donc c'est ça le petit podcast. C'est le petit podcast que je voulais faire pour parler un peu de ça. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Non, moi je sais pas faire les attentions en douceur, donc les caméras on va faire comme ça. On fait comme ça les caméras.